Bon, et ben, je vous propose de commencer. Bienvenue à ce webinaire d'AgroSolutions. On souhaitait, aujourd'hui, avec, Paola et Geoffrey, vous parler un peu de nos outils de reporting carbone et notamment, pour, ceux qui concernent évidemment l'amont agricole, en lien avec, les démarches SBTi et FLAG, puisque, donc de plus en plus, d'organisations, de coopératives et d'industries agroalimentaires s'engagent dans des démarches, SBTi, qui ont, des exigences, assez importantes pour, effectuer tout ce qui est reporting de l'empreinte carbone, notamment de l'amont agricole. Et donc on souhaitait, vous présenter aujourd'hui, nos 2 outils, qu'on va, détailler, qui, permettent de faire ce reporting, de l'empreinte carbone, des matières premières agricoles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous faire une petite introduction. Voilà, mes slides ne passent pas très bien. Donc pour vous rappeler, pour ceux qui ne nous connaissent pas, AgroSolutions, AgroSolutions, on est un cabinet d'expertise conseil en agriculture et environnement. On est une filiale, du groupe Invivo. On est aujourd'hui, 48 collaborateurs en France et répartis donc, dans 6 bureaux régionaux avec notre, siège et nos bureaux principaux qui sont basés à Reims. Et on a, 6 domaines, d'expertise, qui sont l'agronomie, le climat, l'éco-conception, les agri-énergies, la biodiversité, la résilience alimentaire notamment. Et concernant le sujet du climat, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a, donc aujourd'hui une équipe de 17 experts en interne, qui sont, dédiés au sujet de la mesure de l'impact climatique de l'agriculture et de la transition bas carbone, donc qui sont impliqués, et formés à des méthodes telles que la méthode d'analyse de cycle de vie, pardon, la méthode de bilan carbone, l'accompagnement à la stratégie à la définition de stratégies de décarbonation ou SBTi Flag et qui accompagne également, les différents conseillers agricoles à l'utilisation de carbone extract. Et donc, on est également, impliqués fortement dans différents projets de recherche français et européens sur les sujets de la finance carbone, des méthodologies. Donc on est, impliqués notamment dans le développement des méthodes label bas carbone, dans des projets comme Carbon Think, qui, ont contribué du coup au test de différents mécanismes carbone et à des projets européens comme le projet Marvic qui travaille sur la définition de méthodes, notamment pour la comptabilisation des absorptions de carbone, pour le carbon farming. Donc aujourd'hui, avec mes collègues, Paola et Geoffrey, on va vous présenter un petit peu le contexte qui, en tant qu'organisation, va de façon obligatoire ou volontaire, vous inciter ou vous obliger à faire du reporting de l'empreinte carbone de vos matières premières agricoles. Donc vous présenter un petit peu le contexte et puis, rentrer dans le détail, des 2 outils, qu'on a, en interne chez AgroSolutions aujourd'hui, qui vont permettre de vous accompagner, à faire ce reporting, de l'empreinte carbone qui est demandé. Donc, on va, voilà, vous revenir un petit peu sur ces exigences de reporting et puis, dans un deuxième temps, vous présenter, notre outil de reporting pour la partie émissions de gaz à effet de serre, à la culture, qui s'appelle Prosper et vous présenter également, notre outil, pour le suivi notamment de la partie, absorption de carbone que vous connaissez pour certains déjà qui s'appelle Carbon Extract, qui est un outil, qui permet de faire de l'accompagnement, d'exploitation, dans des stratégies, des démarches, de transition bas carbone et label bas carbone, mais qui est également un outil, qui peut être mobilisé dans le cadre, de démarches SBTi Flag. Donc tout d'abord, pour revenir un petit peu, sur, les exigences, alors je me rends compte que je vous ai pas, indiqué sur la partie questions. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est de mettre vos questions dans le fil de discussion si vous en avez au fur et à mesure des présentations qu'on vous fait et puis on prendra à la fin, 15 minutes pour y répondre. L'idée c'est que, voilà, on puisse à 12:45, prendre vos questions et puis, échanger ensemble.
Donc sur la partie, exigence, de reporting, donc effectivement je vous l'indiquais, aujourd'hui, il y a un écosystème, qui, incite à faire, un reporting, assez important, pour les entreprises et notamment un reporting de leur empreinte carbone. Donc il y a dans un cas, enfin sur la partie, obligatoire, la CSRD, qui, aujourd'hui, existe, sous un format qui peut s'appeler la NFRD et qui va être, étendue, à plus d'entreprises, donc à partir, de 2025 et donc un certain nombre notamment d'entreprises, qui n'étaient pas concernées, vont l'être. Donc a priori, voilà, toutes les entreprises, au-delà de 250 salariés, on va vous le détailler après et qui satisfont un 2 indicateurs, sur la partie, bilan, de leur chiffre d'affaires. Heu et donc la CSRD, va, concerner effectivement un nombre d'organisations, beaucoup plus importantes à l'avenir. Et la CSRD, en fait, va mettre en place tout un cadre de reporting, extra-financier, assez exigeant dans les années à venir et notamment avec un axe, sur le climat, et le carbone, où on va y revenir, juste après. Donc ça, c'est un premier pan et puis, il y a, aussi, toutes les démarches volontaires, notamment, celles, et l'engagement des entreprises, sur du SBTi, où l'objectif, c'est de se fixer un cap, certifié par le SBTi, donc certifié conforme à l'atteinte, et aux objectifs des accords de Paris et dans le cadre de ce SBTi, il y a, des, exigences en termes de reporting aussi de l'empreinte carbone de son organisation qui sont demandées, assez importantes et on va y revenir par la suite, qui sont, notamment précisées pour tout le secteur agricole, dans ce qu'on appelle le SBTi Flag et dans le GHG protocole associé, Land Sector. Donc pour détailler un tout petit peu plus la CSRD, donc la démarche obligatoire, je passe la parole, à Paola, pour faire un petit focus, sur les exigences, de reporting de la CSRD. Ouais, merci Morgane. Donc effectivement, donc la CSRD, elle fait suite, à la déclaration de performance extra-financière. Donc il y a un nouveau cadre qui a été défini. Les entreprises devront donc reporter sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc voilà, sur un exercice comptable. Donc il y a des informations qui sont, relativement générales, relatives à l'entreprise, qui seront obligatoires. Donc c'est ce qu'on nous a mentionné sur cette slide, le ESRS 1 et ESRS 2. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que l'entreprise sera soumise à un exercice de double matérialité, c'est-à-dire qu'elle devra évaluer l'impact que son activité génère sur l'environnement, sur la partie sociale et puis également sur la partie environnementale. Et donc ensuite, c'est détaillé en ESRS, donc en thématique. Donc, ce que vous voyez sur la slide en vert, c'est tout ce qui est relatif à la partie environnementale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie ESRS 1, qui est relative au changement climatique et sur lesquels les entreprises auront obligation de reporter. Pour les autres thématiques, l'entreprise va devoir réaliser une analyse des risques et définir si oui ou non elle est concernée par cette thématique. Voilà. Une entreprise peut affirmer qu'elle n'a pas d'impact sur la biodiversité. Dans ce cas-là, elle sera pas elle n'aura pas d'obligation de reporter sur cette thématique-là. Sur le changement climatique, on considère que toutes les entreprises ont nécessairement un impact et donc devront avoir un suivi. Sur la slide suivante, on précise donc ce qu'on entend dans les métriques qui doivent être suivies sur cette partie changement climatique. Là, on va juste préciser certains points. Donc, il y a notamment une obligation de voir un suivi de l'ensemble des émissions sur les scopes 1, 2 et 3. Et également la partie stockage de carbone qui devra être suivie. On vous a mis d'autres indicateurs, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la partie émissions et stockage, voilà, dont nos outils permettent de répondre sur la partie scope 3. Merci Paola pour ce petit focus.
Donc vous voyez un petit peu, les exigences, sur la partie climat auxquelles il faut s'attendre dans le cadre de la CSRD et si vous êtes, concernés. On fait un focus maintenant sur la partie démarche volontaire et notamment, dans le cadre où vous avez déjà engagé une démarche de certification SBTi ou vous allez l'engager. Hem, Vous présentez un petit peu, voilà, les objectifs et puis, ce que demande le GHG Protocol en termes de suivi de reporting. Donc pour rappel, le SBTi, donc c'est un cadre harmonisé, qui permet en fait aux entreprises, de mettre en place des objectifs de décarbonation qui sont vraiment alignés avec l'accord de Paris et il s'appuie, le SBTi, sur le GHG Protocol qui lui est un cadre, méthodologique en fait pour, comptabiliser, toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et l'empreinte carbone au sens général, puisqu'il intègre aussi la partie absorption de carbone. Donc en fait, dans le GHG, dans le SBTi, il y a des guides sectoriels qui sont déclinés, par, type, d'activité et secteur économique et notamment pour le secteur, agricole, donc il existe le SBTi FLAG, donc FLAG pour, forêt, terre et agriculture et le SBTi FLAG, du coup, va décliner, la méthode, pour les entreprises qui appartiennent, au secteur des terres. Et ce SBTi FLAG s'appuie sur, le GHG, Land Sector and Removal, qui est le guide, associé pour la comptabilisation, des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions de carbone. Donc pour rappel, quand on est une entreprise et une organisation et qu'on se fixe un objectif, SBTi FLAG, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Donc là, on vous a mis, juste l'indicateur, en valeur absolue, mais il y a aussi la possibilité de définir des objectifs de réduction par, commodité. Globalement, voilà, dans le cas d'un objectif de réduction en valeur absolue, à l'horizon 2030, ce qui est demandé par le SBTi FLAG, c'est une diminution de -30 de ces émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, pour les entreprises qui, s'engagent sur des trajectoires plus long terme et notamment, sur des trajectoires, net, zéro, l'objectif, c'est à 2050, d'avoir, réduit ces émissions, ces émissions de gaz à effet de serre sur la partie FLAG, vous le voyez en bas, dans la légende, de 72 à 2050 et de compenser les émissions résiduelles par de la compensation, dans des puits de carbone naturels. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de coopératives d'industriels agroalimentaires qui sont engagées dans ces démarches de décarbonation, SBTi notamment. Donc là, on vous a fait un petit, rappel, hem, des différents engagements des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire, sur du SBTi avec, vous voyez les horizons, 2030, 2035, 2050 et du coup, les différents niveaux d'engagement qu'il existe dans le SBTi, de 1,5 au net zéro. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail des exigences, du SBTi FLAG et notamment du GHG Land Sector and Removals, on vous présente ici, quand pour la partie, émissions liées à l'agriculture, les, grandes, compartiments, qui doivent être suivis dans le cadre d'un reporting de l'empreinte carbone des matières premières agricoles. Donc vous voyez, il y a 3 grands postes de reporting qui sont définis par le GHG Land Sector. Il y a dans un premier temps, pour vos matières premières, agricoles, que vous achetez, les émissions qui peuvent être liées au changement d'affectation des terres. Donc on entend par rapport à émissions liées au changement d'affectation des terres, si, les matières premières que vous achetez, donc un blé, un soja, heu, si 20 ans auparavant, l'usage n'était pas un usage, par exemple, de terre cultivée, mais un usage en prairie permanente ou un usage en forêt, alors on doit considérer un changement des émissions, associées au changement d'affectation des terres
et ça, c'est une partie obligatoire. En effet, du coup, le GHG va définir, c'est les 2 premiers postes qui sont obligatoires et le dernier, on va le voir sur la partie séquestration de carbone qui est optionnelle. Donc, voilà, il y a les émissions liées au changement d'affectation des terres et puis le GHG aussi exige que dans le cadre de, pour les émissions liées aux matières premières agricoles, on inclut évidemment toutes les émissions liées à la gestion des terres, donc qui sont, faits de façon assez, enfin plus classique, mais toutes les émissions, notamment liées au méthane, au protoxyde d'azote, qui sont liées aux pratiques, culturales, aux pratiques de fertilisation, et cetera. Donc ça, ces 2 postes, sont obligatoires et le GHG va détailler dans un guide, qui est encore provisoire, mais qui est relativement, dense, toute la méthodologie à suivre pour faire ce calcul, de l'empreinte carbone, des matières premières agricoles. Sur la partie séquestration de carbone, donc si, les matières premières, génèrent, notamment, de la séquestration de carbone, permettent de stocker du carbone, dans les sols, du fait des pratiques culturales associées. Il est possible, pour les organisations de calculer la séquestration de carbone, associée, mais ça reste optionnel puisqu'on va le voir, le GHG Protocol va définir un certain nombre de critères, et d'exigences, auprès des organisations qui souhaitent comptabiliser, la séquestration de carbone, hem, leur, dans leur comptabilité et du coup, ça peut aussi, voilà, générer un certain nombre de coûts, et une traçabilité, à plutôt, long terme. Donc ça reste aujourd'hui, optionnel, de faire ce reporting sur la partie séquestration de carbone. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est donc, notre outil, Prosper, qui est un outil, qui, on va vous le détailler, va permettre de faire, toutes les le reporting en fait et le calcul de l'empreinte des émissions obligatoires, pour les matières premières agricoles. Et puis on vous, présentera, Carbon Extract, qui est un outil pour certains que vous connaissez déjà, mais sous l'angle, d'un outil qui peut aussi permettre, de faire, le reporting de la partie séquestration de carbone, dans votre chaîne de valeur. Donc pour vous détailler un petit peu plus le fonctionnement et les possibilités de notre outil Prosper, je vais, laisser la main à Paola Merci Morgane. qui Est-ce que juste tu peux peut-être revenir sur la slide précédente? oui, Ouais, merci. Donc effectivement, donc comme disait Morgane, donc le GHG protocole exige qu'on reporte sur la partie émissions liées au changement d'affectation des terres, et également sur la partie émissions liées à la gestion des terres. L'outil Prosper qu'on va vous présenter juste après, aujourd'hui, il permet de reporter sur la partie émissions liées à la gestion des terres. On entend par là toutes les pratiques agricoles qui sont réalisées sur une parcelle et qui vont intégrer le calcul des émissions. Sur la partie émissions liées au changement d'affectation des terres, aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de faire ce calcul à partir de données propres que vous avez, et vous avez la capacité de connaître l'affectation des terres il y a 20 ans, de vos parcelles. Donc vous avez une traçabilité fine. Dans ce cas-là, il y a cette possibilité de faire avec des données réelles qui vous sont propres. On peut sinon faire référence à des bases de données spécifiques par pays pour calculer cette changement d'affectation des terres. Donc aujourd'hui, volontairement, on a laissé la partie émissions liées au changement d'affectation des terres de manière voilà, spécifique en fonction de la demande des clients. On a 2 types de demandes. Mais sur la partie émissions liées à la gestion des terres, ça se fait de manière automatique. Je te laisse juste passer la slide suivante. Donc voilà, l'outil Prosper, il permet de valoriser les données de traçabilité agricole pour évaluer l'empreinte carbone scope 3 d'une filière. Il intègre les exigences du GHG protocole et on le met régulièrement à jour pour être conforme aux évolutions méthodologiques. Donc cet outil, il est né en 2016 pour accompagner les filières sur la partie calcul d'indicateurs. Et il permet de satisfaire aujourd'hui les exigences méthodologiques du GHG protocole. Et AgroSolutions, on lui a donné le nom de Prosper chez AgroSolutions.
pour évoquer une démarche qui s'inscrit dans la pérennité, une démarche de progrès. C'était volonté. Prosper, donc, il permet aujourd'hui de calculer à partir d'un nombre important de données le niveau d'émission d'une culture donnée. Donc, on calcule le niveau d'émission à l'échelle d'une parcelle agricole. Puis ensuite, on peut agréger cette donnée pour avoir l'empreinte d'une filière. Pour un industriel donné, avoir l'empreinte d'une de ces matières premières. Donc Prosper, il permet de répondre à un besoin de nos clients industriels qui est important, qui est de massifier ce calcul d'empreinte, c'est-à-dire d'aller valoriser via une collecte de données plus simple les données agricoles et de pouvoir avoir une empreinte carbone qui leur soit spécifique. Et il s'adapte aujourd'hui à l'ensemble des productions végétales, voilà, l'ensemble des productions de grande culture et culture industrielle. Notre idée, c'est vraiment d'aller de la parcelle agricole jusqu'à une filière donnée et d'arriver à massifier ce calcul pour simplifier le reporting des industriels. C'est la slide. Ouais, merci. Donc, je vais juste vous présenter un peu plus en détail quelles sont les fonctionnalités aujourd'hui de cet outil. Donc, il y a une première partie qui est la collecte et la correction des données. Donc, comme je vous l'ai dit, on collecte des données primaires sur des parcelles agricoles. On peut se connecter aujourd'hui à différents outils. On va y revenir par la suite. L'idée, c'est de simplifier aussi les données qui sont remontées pour aller utiliser potentiellement que les données qui impactent réellement l'empreinte carbone. Et on a aussi, chez AgroSolutions, un point qui nous est cher, c'est vérifier la qualité des données. On a tout un module que je ferai représenter juste après, mais sur la partie correction des données. Quelles alertes on peut mettre quand on... Enfin, l'idée, c'est vraiment de vérifier que la donnée qui est saisie dans les outils de traçabilité, elle est effectivement juste pour avoir la valeur d'empreinte la plus fiable possible. C'est un point réellement important pour nous, voilà, d'être sûr de la qualité de la donnée. Dont va dépendre la précision du calcul. Une fois qu'on a ces données d'entrée, on va aller donc calculer ces niveaux d'empreinte, comme je vous l'ai mentionné juste avant, donc à l'échelle de la parcelle, puis on agrège à l'échelle d'une filière, d'un pays, d'un fournisseur. Et on est aussi en capacité, et on va valoriser l'empreinte du semis à la récolte. On est vraiment sur le cycle d'une culture. Et on a aussi la possibilité de faire un calcul complémentaire, ça c'est vraiment spécifique en fonction des demandes des clients, d'aller collecter d'autres indicateurs pour venir expliquer ces résultats d'empreinte. L'idée, c'est pas uniquement de vous donner une valeur d'empreinte pour une tonne de blé, c'est aussi de pouvoir expliquer via des pratiques agricoles, via des déploiements de pratiques, les résultats obtenus. On peut aller creuser les pratiques de fertilisation, les pratiques de travail du sol, peu importe à la limite, mais l'idée, c'est vraiment de venir expliquer, de vous apporter une lecture agronomique. On est une équipe d'experts agricoles. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on vienne vous apporter une lecture agronomique de vos résultats d'émission. Je laisse la parole à Geoffrey, du coup, pour vous présenter un peu comment concrètement fonctionne l'outil et quelles sont les étapes que vous devrez suivre. Merci Paola. Du coup, donc comment fonctionne concrètement l'outil? L'outil Prosper a une utilisation classique en 4 étapes. Une première étape autour de la collecte de données, une seconde étape qui concerne une vérification et une correction des données, une étape ensuite de calcul, et enfin une étape d'analyse et de restitution des résultats. En termes de collecte de données, si on part de l'indicateur phare les GES, il y a possibilité donc de collecter les données via des outils de traçabilité type SMAG, et les autres outils de traçabilité peuvent être connectés à SMAG via un format agro-EDI, et une extraction peut être faite pour traiter assez facilement les résultats. Sinon, l'utilisation d'outils Excel est également tout à fait possible. En termes de vérification, de correction des données, côté AgroSolutions, donc on a mis en place un nombre de points de contrôle assez important. On a l'habitude de dire autour de 300 points de contrôle qui permettent donc de vérifier la donnée, autant en termes de complétude que de cohérence de la donnée.
Et après, du coup, on invite les personnes compétentes qui peuvent vérifier et corriger la donnée à justement corriger et vérifier et corriger la donnée si cela est nécessaire. Une fois donc les données fiables, on peut passer à j'ai oublié de mentionner, si on peut considérer que les données sont fiables au départ, si voilà, on considère que la collecte de données a été faite complètement et ne pas avoir cette étape de vérification et de correction de la donnée. Ensuite, une fois qu'on considère qu'on a des données propres, on peut passer à l'étape suivante, une étape de calcul. Donc, voilà, comme l'a mentionné Paola, donc les calculs de GES, mais également d'autres indicateurs qui peuvent permettre d'expliquer les résultats de GES ou d'autres indicateurs qui vous permettent, qui vous intéressent et qui vous permettent de suivre votre filière, par exemple. Enfin, la dernière étape, une étape donc d'analyse et de transmission des résultats. Donc, on peut synthétiser les résultats, par exemple, de gaz à effet de serre via des fichiers Excel ou en synthétisant donc l'ensemble des résultats par parcelle pour l'ensemble des postes d'émission, et également agrégé voilà, par bassin ou pour l'ensemble de la filière. Et on peut évidemment accompagner cette approche, ces calculs-là par une analyse plus détaillée, par exemple en mettant en avant l'acquert par rapport à une référence, une analyse plus approfondie par zone géographique, ou également rechercher statistiquement les pratiques les plus impactantes de vos indicateurs et analyser leur effet. Voilà, donc de manière générale, on peut accompagner les résultats par une approche agronomique. Une approche agronomique. On est également ce process-là que je vous ai présenté est également en cours de digitalisation avec notre partenaire SMAG. Digitalisation de l'étape de la collecte jusqu'à l'étape de reporting des résultats, ou un formulaire digitalisé pour être directement proposé et pré-rempli pour ceux qui ont déjà de la donnée de traçabilité. Des alertes directement à la saisie des données, des calculs automatiques et un reporting dynamique. Maintenant, on peut parler de la méthode de calcul, hein, plus spécifiquement de la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre, donc de l'outil Prosper. Le moteur de calcul est calibré pour l'ensemble des productions végétales de plein champ, blé, maïs, légumes de plein champ. Et l'ensemble des émissions considérées sont du semis à la récolte sur la parcelle. Les émissions directes et les émissions indirectes sont prises en compte. En termes d'émissions directes, nous avons, donc comme on peut le voir sur le schéma du haut, les émissions liées à l'épandage des engrais minéraux, des engrais organiques et des amendements qui sont pris en compte, donc avec ici principalement de gaz à effet de serre, le N2O direct et induit, ainsi que le CO2. Nous avons également en émissions directes les émissions associées aux combustions du carburant des engins agricoles et les émissions liées aux gestions des résidus. Et, en termes d'émissions indirectes, nous considérons les émissions liées à la fabrication et au transport des semences, la fabrication et au transport des engrais minéraux et amendements, ainsi que la fabrication des transports, des fabrications et transports des produits de protection des cultures. De même pour le matériel, toute la partie fabrication, transport du matériel, création et transport de l'énergie est considérée. Pour les engins, pour l'ensemble des interventions sur la parcelle. Et enfin, sur l'irrigation, toute la partie production et transport de l'énergie est considérée donc, pour l'irrigation. Voilà pour la partie calcul de gestes au champ. Et comme l'a évoqué Paola précédemment, je ne reviens pas forcément en détail maintenant, mais on peut réaliser également des calculs associés donc, au changement d'affectation des terres qui sont actuellement non automatiques, mais calculés au cas par cas selon la zone d'approvisionnement en matières premières. Quelques mots sur la source.
Donc, nous avons une méthodologie robuste avec différentes sources, notamment Agribalise, qui est un outil d'ACV reconnu et une base de données agro de facteurs d'émission, mais également d'autres sources de type GIEC 2019, Comifère, Econvet ou Gestime Plus. Et c'est une méthodologie qui est mise à jour régulièrement et à la marge, certains, selon le besoin de nos clients, certains coefficients peuvent être adaptés. C'est la slide suivante. Je repasse du coup la main à Ouais. Paola. Donc, c'est un outil qui Paola, s'adresse- juste du coup, on ne te voit pas à la caméra. Enfin, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je crois qu'on ne te voit pas. Je peux voir. Ah ok, bon bah alors c'est peut-être juste moi, désolée. Pardon, je laisse continuer. Donc, c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé pour les organismes stockeurs, pour les coopératives et également pour les industriels agroalimentaires. Et comme on vous l'a mentionné juste avant, il est adapté à différentes, enfin, essentiellement aux grandes cultures et aux légumes d'industrie. On vous a mis ici des partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années sur ces filières-là. C'est un outil qu'on a déployé à l'échelle européenne. J'ai vu qu'il y avait une question à ce propos dans le fil de discussion. On est aujourd'hui en capacité de calculer ces empreintes sur des bassins de production à l'international. Voilà, il faut juste avoir accès aux données de traçabilité, potentiellement se connecter aux outils de traçabilité, mais à partir du moment où on a la donnée à l'échelle internationale, on est, nous, en capacité de calculer cette empreinte carbone. Là, la carte que vous avez à l'écran, c'est les pays sur lesquels aujourd'hui on a réalisé ce calcul d'empreinte. Mais potentiellement demain, ça peut être déployé sur d'autres pays s'il y a un besoin. Et dans la partie visualisation, on propose donc la partie émission et également un large panel d'indicateurs complémentaires qui viennent expliquer ces valeurs d'émission. Voilà, juste pour terminer sur cet outil Prosper, donc en quelques mots, donc c'est un calcul qu'on réalise annuellement, enfin, qu'on peut réaliser annuellement sur une parcelle donnée qui est précis et qui est fiable dès qu'on a de la donnée qui est spécifique. Qu'on construit et qu'on met à jour via une équipe qui est d'agronomes pardon, qui est spécialisée dans le bas carbone, ce qui nous permet d'avoir une lecture de vos résultats. Et on est aussi impliqué, comme l'a dit Morgane en introduction, dans différents projets de recherche, qui nous permet aussi d'anticiper les évolutions réglementaires qui peuvent arriver. Et voilà, bon, comme on l'a déjà dit, conforme au SBTi flag et puis qui permet de reporter sur votre scope 3. Merci Paola pour cette présentation, Paola et Geoffrey pour cette présentation de Prosper. On espère que c'est clair et puis on répondra à vos questions à la fin. On souhaite du coup maintenant vous représenter pour la partie absorption de carbone, donc l'outil Carbon Extract. Donc comme on vous l'a présenté au début, sur les 3 compartiments exigés de reporting du GHG, on vient positionner donc oups, en fait mon micro était coupé. Je me rends compte que vous m'entendiez pas peut-être? Allô? Oui, on t'entend de nouveau. C'est bon, vous m'entendez? OK, alors désolée, je reprends du coup. N'hésitez pas à me dire. Ton micro est de nouveau coupé. En fait, j'ai un souci quand je passe les slides, ça coupe mon micro, ce qui est pas très pratique. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de bug. Donc sur donc les 3 compartiments effectivement exigés de reporting du GHG. Donc on vous a présenté Prosper qui est donc notre outil qui va pouvoir venir faire vraiment le calcul des 2 premiers compartiments liés aux émissions de gaz à effet de serre. Et sur le 3e compartiment lié à la
la séquestration de carbone. Donc, ce qu'on propose d'utiliser, c'est l'outil Carbon Extract, qui est un outil que vous connaissez déjà, mais donc qu'on vous présente aujourd'hui sous cet angle d'un outil qui peut aussi permettre de faire le reporting des absorptions de carbone au sein d'une filière. Donc peut-être avant de rentrer, de vous montrer comment Carbon Extract peut être utilisé, vous représentez sur cette partie absorption de carbone les exigences du GHG Protocol si vous souhaitez comptabiliser le stockage de carbone au sein de votre filière. Donc en fait, il y a 5 exigences qui sont requises par le GHG. Et donc, si vous souhaitez comptabiliser, déclarer les absorptions de CO2 de votre scope 1, donc si des terres vous appartiennent en propre, ou du scope 3, donc si c'est des terres au sein de votre filière, vous devez respecter les 5 exigences suivantes, à savoir la surveillance continue du stockage. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas si vous comptabilisez des absorptions de carbone, par exemple pendant 5 ans et qu'à la 6e année, vous arrêtez de suivre les absorptions de carbone, toutes les absorptions potentielles que vous aurez comptabilisées, vous allez devoir, les comptabiliser comme des émissions. Donc en fait, tout arrêt de la surveillance du stockage, est sanctionné par, des réémissions potentielles, des absorptions comptabilisées. Vous devez donc, avoir, une traçabilité, pour, comptabiliser les absorptions de carbone. Donc vous ne pouvez pas utiliser des facteurs d'émission, génériques, pour comptabiliser le stockage de carbone associé à des matières premières, agricoles. Et cette traçabilité, elle doit être assez précise, c'est-à-dire qu'elle doit aller mobiliser de la donnée primaire, c'est-à-dire de la donnée, à l'échelle de l'agriculteur, pour être comptabilisée. Et vous devez également associer à ces, comptabilités des absorptions de carbone, un certain niveau d'incertitude. Donc vous devez, assortir en fait toute l'évaluation des absorptions de carbone de votre chaîne de valeur à une estimation des incertitudes associées, liées, aux données d'entrée et aux modèles utilisés. Et enfin, si, dans le cadre de votre reporting, vous comptabilisez, des pratiques, qui contribuent à, émettre, à déstocker, du carbone plutôt qu'à stocker du carbone, vous devez évidemment comptabiliser aussi les déstockages, enfin aussi bien le stockage que les déstockages de carbone, dans votre chaîne de valeur. Donc voilà un petit peu pour les exigences, du GHG concernant le reporting des absorptions de carbone. Donc, l'outil que nous, chez AgroSolutions, dont on dispose, c'est Carbon Extract. C'est un outil Carbon Extract, donc de bilan carbone complet, des exploitations agricoles. Donc c'est un outil qui va vraiment être, à la différence de Prosper, qui vraiment est un outil à la culture, qui va suivre vraiment des données, à la parcelle. Carbon Extract est vraiment un outil à l'échelle de l'exploitation, donc qui permet de faire, du bilan des émissions de gaz à effet de serre et un calcul du stockage de carbone dans les sols. Hem, donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut vous, présenter, c'est le fait qu'il y a 2 modes d'utilisation potentiels pour Carbon Extract. Il y a celui, qui est déjà existant et que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui permet donc de l'utiliser dans le cadre notamment du label bas carbone, pour la réalisation de bilan carbone complet, l'accompagnement des agriculteurs dans des démarches de transition bas carbone, de calcul de crédit carbone et de valorisation de ces crédits carbone via la méthode label bas carbone. Aujourd'hui, effectivement, vu les critères assez exigeants, du GHG, ce qu'on souhaite aussi, mettre en avant, c'est que Carbon Extract peut être utilisé aussi comme un outil pour faire le suivi du stockage de carbone dans les sols sur un échantillon d'exploitation d'une filière, dans le cadre de ce reporting SBTi Flag. Donc effectivement, Carbon Extract, on sait que c'est un outil qui, nécessite un diagnostic assez, complet, qui peut prendre, du temps à l'échelle des exploitations. Donc c'est un outil qu'on va pas forcément positionner pour, accompagner 100 des exploitations, d'une filière, mais qui peut en fait, permettre de suivre un échantillon d'exploitation d'une filière, pour notamment suivre dans le temps, ce stockage de carbone dans les sols et son évolution. Et du coup satisfaire aux exigences du SBTi Flag. Donc les fonctionnalités de l'outil, elles sont, donc il y en a 3, notamment, donc, Carbon Extract va permettre de faire un diagnostic initial de l'exploitation.
Donc là, l'idée dans le cadre de l'utilisation pour du reporting SBTi flag, c'est d'aller cibler sur un panel d'exploitation, d'aller faire un diagnostic des sols, des pratiques culturales assez précis, et ensuite de venir modéliser la dynamique de stockage de carbone dans les sols de l'exploitation avec le modèle AMG qui est intégré dans Carbon Extract. Ensuite, ce qui est en cours, c'est l'allocation du stockage de carbone à la culture. Aujourd'hui, dans Carbon Extract, il y a déjà une méthode d'allocation qui existe, mais qui est encore provisoire parce qu'il y a tout un travail à l'échelle française, notamment dans le cadre des travaux Agribalises, pour avoir une méthode qui fasse consensus. Et donc, cette méthode d'allocation du stockage de carbone à la culture, elle est en cours de travail et elle sera, je pense, communiquée au cours du 1er semestre là, 2024. Donc l'idée, c'est que, Carbon Extract puisse en tout cas reprendre, cette méthode d'allocation du stockage de carbone, à la culture, pour, être en phase avec ce que propose Agribalise. Donc la deuxième fonctionnalité de Carbon Extract, c'est le simulateur qui va permettre, de tester pour l'exploitation en question des changements de pratiques et de regarder le potentiel d'amélioration du stockage de carbone et de gaz à effet de serre liés au changement de pratiques culturelles. Et puis, Carbon Extract, a, une fonctionnalité de suivi, du bilan carbone, notamment pour les exploitations qui sont engagées dans des projets label bas carbone, par exemple. Mais ce qu'on veut aussi, mettre en avant, c'est que cette fonctionnalité de suivi, elle peut aussi être utilisée, pour permettre un suivi long terme des exploitations et de leur dynamique de stockage de carbone dans les sols, dans le cadre du SBTi. Puisque du coup, de façon annuelle, l'idée c'est d'aller collecter, les pratiques, culturales, de l'exploitation, donc de pas revenir rechercher les sols, hein, de juste collecter, voilà, tous les ans les pratiques culturales et tous les ans de remodéliser le stockage de carbone, dans les sols d'après les pratiques réelles de l'agriculteur de l'année en cours et de venir refaire cette, allocation, du stockage de carbone à la culture. Donc voilà, il y a quelques visuels en tout cas, là qui vous sont, présentés sur, extraits de Carbon Extract de la partie diagnostic initial, du stockage de carbone dans les sols, simulateur et puis, la fonctionnalité de suivi qui permet tous les ans de suivre en fait, la trajectoire, de stockage de carbone notamment, de l'exploitation. Donc pourquoi est-ce que Carbon Extract, il est conforme au SBTi, flag et aux exigences? C'est parce que du coup, bah, il va vous permettre d'avoir une traçabilité, donc d'avoir un diagnostic initial et via le module suivi tous les ans de récupérer les informations, les pratiques et de remodéliser tous les ans, le stockage de carbone dans les sols et donc d'avoir une traçabilité continue. Il va chercher des données primaires, donc des données sur les sols et des données sur les pratiques culturales qui sont vraiment, voilà, collectées, à l'échelle de l'exploitation et qui peuvent être collectées, du coup, notamment via la connexion aux outils de traçabilité. Et puis, Carbon Extract, il mobilise le modèle, AMG, donc qui est un des modèles finalement qui a les niveaux d'incertitude parmi les plus faibles des modèles de prédiction du stockage de carbone dans les sols. Donc notamment, ça a été, présenté enfin, ça a été, calculé dans le cadre du projet ADMC Sopra, mais voilà, le modèle AMG présente, un des niveaux de prédiction, les meilleurs parmi tous les modèles, testés dans le cadre de cette publication. Donc voilà un petit peu pour, Carbon Extract. Maintenant, ce qu'on voulait vous présenter, c'est finalement, effectivement, comment ces 2 outils peuvent s'imbriquer pour faire un suivi complet de l'empreinte carbone, d'une filière. L'idée, par exemple, là, si on veut faire un suivi d'une filière blé à l'échelle d'un territoire, donc vous avez, sur le schéma, 3 exploitations, hein, fictives qui sont représentées avec en bleu, les parcelles de blé de chacune des exploitations. L'idée finalement, en fait, c'est d'aller mobiliser l'outil Prosper, qui va aller chercher sur chacune des parcelles de blé, les, données et calculer, des émissions de gaz à effet de serre pour chaque parcelle, mais pour toutes les parcelles, d'un territoire ou d'une filière. Et puis, à côté, mobiliser, l'outil Carbon Extract, sur un échantillon d'exploitation de la filière. Donc de pas forcément aller chercher, faire des diagnostics sur toutes les exploitations, de choisir quelques exploitations représentatives
pour aller faire des diagnostics approfondis, puisqu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps pour aller chercher des données sur les sols, sur les pratiques, culturales de façon un peu plus complète, et qui va nous permettre du coup de calculer la dynamique de stockage de carbone, sur, ces exploitations de l'échantillon. Donc voilà un petit peu comment les 2 outils, Prosper Carbon Extract, peuvent être mobilisés ensemble. L'idée d'avoir 2 outils, effectivement, c'est aussi, de permettre enfin, aujourd'hui dans le SBTi Flag, la partie, reporting sur les absorptions de carbone reste optionnelle. Elle est, assez exigeante, donc toutes les filières vont probablement pas s'engager sur un reporting, des absorptions de carbone, en tout cas à court terme. Donc l'idée, c'est que, pour les filières, en tout cas, qui souhaitent, rester sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre obligatoire, de partir sur l'outil, Prosper, et pour celles qui, du coup, vont plus loin et veulent suivre aussi la partie absorption de carbone, d'y ajouter, l'outil Carbon Extract. Voilà la vision, aujourd'hui et ce qu'on propose chez AgroSolutions. Après voilà, à moyen terme, on a aussi, des réflexions, pour voir comment, permettre d'avoir, un seul outil. Donc j'espère que c'était suffisamment, clair, sur la partie outils. Ce qu'on voulait vous présenter en complément, de cette vision outils, c'est, nos offres d'accompagnement, sur les sujets notamment de bilan carbone, de stratégie de décarbonation et de réalisation d'ACV produits et d'éco-conception. Puisque du coup, on peut vous accompagner sur ces 3 thématiques-là. Sur la partie bilan carbone et ACV, on est notamment référencé par Bpifrance, dans le cadre des dispositifs donc qui permettent, d'accéder à des subventions pour, réaliser soit le calcul de votre empreinte carbone de votre organisation et faire des ACV produits. Et puis sur la partie stratégie de décarbonation, on peut vous accompagner à la définition, à la validation d'objectifs SBTi, flag et non flag, et ensuite vous accompagner aussi sur, des plans d'action spécifiques pour votre amont agricole, où là l'idée c'est d'aller, creuser un petit peu, comment atteindre, ces scénarios et ces objectifs SBTi à 2030, à 2050, quels leviers aller mobiliser, quels sont les coûts et les risques associés. Voilà, d'aller, via nos compétences, notamment en modélisation, de l'empreinte carbone de l'agriculture, vous accompagner sur les scénarios et les plans d'action, à définir pour votre amont agricole. Très rapidement parce que je vois qu'il est déjà 50, on va proposer aussi une formation, justement pour, rentrer un petit peu plus, dans le détail, de toute cette thématique de stratégie de décarbonation et d'adaptation au changement climatique en tant qu'organisation. Donc voilà, un programme qui, va être proposé en 3 classes de 3 heures pour rentrer dans le contexte, rentrer aussi dans les points clés justement du GHG Protocol, du SBTi Flag, des outils, et comprendre également les mécanismes, qui, s'adressent aux agriculteurs qui permettent de bénéficier de rémunération carbone, donc tout ce qui est prime filière, crédit carbone, perspectives sur le cadre européen. Donc voilà, rentrer vraiment dans le détail de tout ça et vous donner toutes les clés de compréhension, pour, pouvoir piloter votre stratégie de décarbonation dans votre organisation. Donc voilà, on en a fini pour, la présentation et du coup, on peut peut-être passer aux questions, réponses. Alors, du coup, je ne sais pas si Paola et Geoffrey, vous pouvez, m'aider à lire les questions, sinon je vais couper mon partage d'écran. Il y a une première question sur l'impact sur la CSRD, enfin l'impact du Green Deal sur la CSRD. A priori, il n'y a pas de modification prévue, en tout cas, actuellement. Ah c'est bon, je vois les questions. Bonjour, si je suis un OS et que mes clients me demandent de les aider à répondre sur leurs besoins de réduction de gestes pour la CSRD, suis-je moi-même obligée de trouver de nouveaux moyens de réduire mon scope 3 ou bien puis-je conserver les mêmes réductions que mon client? Puis-je utiliser les mêmes données de la grille pour moi OS et pour mon client?
Je suis pas sûre de bien comprendre, exactement la question. Je sais pas si, Déborah, vous pouvez si à moins que Paola, toi, ça soit clair pour toi? Non, je pense, enfin, non, mon interprétation, c'est que est-ce qu'on est obligé de suivre les mêmes objectifs que le client? J'imagine que c'est ça. Ah oui, Sinon, Déborah, ça, si vous souhaitez prendre la parole pour peut-être préciser. je sais pas. On peut pas ouvrir le micro, je parle. Peut-être Ah, le préciser micro. tout par écrit. Ah Voilà, OK. c'est possible. Oui, effectivement, après les objectifs de réduction concernent l'organisation qui s'est engagée. Après, si vous êtes juste, client, enfin, ou fournisseur d'un client qui s'est lui-même engagé, c'est plutôt la relation commerciale que vous avez avec votre client qui va peut-être indirectement vous conduire à vous engager aussi. Pourquoi vous n'intégrez pas donc les 2 outils Prosper et Carbon Extract en un seul outil? Bah, comme on le disait aujourd'hui, on trouve que comme les 2 pans, enfin les compartiments, demandés par le GHG sont pas tous obligatoires, voilà, ça permet, aux acteurs, en tout cas, qui souhaitent faire que du suivi, d'empreinte, carbone, dans des émissions de gaz à effet de serre de leur filière, d'aller sur Prosper et de mobiliser Carbon Extract de façon optionnelle. Après, voilà, c'est, en tout cas, comme je le disais, à moyen terme, on s'interdit pas de réfléchir à un seul outil puisque effectivement c'est la logique et ça permet plus de simplicité pour les clients. Donc voilà, c'est une réflexion en tout cas qui est en cours, chez nous. Une question sur pouvez-vous certifier la présence de couleurs végétaux, le degré de labo? Aujourd'hui, on fait confiance à la donnée qui est remontée par la coopérative, par les OS. On n'a pas de connexion directement à des outils satellites, typiquement. Je pense que c'est ça la question qu'il y a derrière. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais on est en train d'étudier ces solutions pour effectivement simplifier la remontée des données, notamment sur le type d'indicateur de couverture des sols. Après, il y a une question, quelles données d'entrée vous sont nécessaires pour l'outil Prosper? Les pratiques agricoles par parcelle, par exploitation? Du coup, l'entrée, c'est une échelle parcelle où il est demandé de collecter l'ensemble des interventions effectuées sur la parcelle, hein, mécanisation, semis, fertilisation, produits de protection des plantes, etc. Et donc à l'échelle de la parcelle. Et on peut aussi, réfléchir à des collectes simplifiées. Mm. Hem, donc ça, c'est plutôt à la demande effectivement, mais dans le cas où, Heu, comme on sait pour le calcul d'émissions de gaz à effet de serre des cultures, c'est quelques postes, notamment la fertilisation qui va peser beaucoup dans le résultat final. On peut aussi proposer des collectes, simplifiées qui vont se focaliser uniquement sur, les pratiques, bah, les plus impactantes sur les résultats et puis prendre des facteurs d'émission par défaut, enfin des facteurs par défaut sur les postes, qui ont moins d'impact. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire un peu à la carte selon votre besoin. Super est-il en capacité de traiter les pratiques culturelles France, Europe, monde? On a répondu un peu tout à l'heure. Modulo le fait qu'on ait accès aux données, on est en capacité de faire ce calcul. Concernant les émissions de gaz à effet de serre indirectes relatives à la fabrication des engrais, comment cela est calculé? Les pays de production ayant un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, est-ce que des certificats d'émissions de gaz à effet de serre à la fabrication des engrais peuvent être intégrés à l'outil? Alors là, sur les facteurs, d'émissions liés à la fabrication des engrais, c'est des bases de données, hem, européennes potentiellement, qui sont intégrées, donc EcoInvent ou AgriBalise, et du coup, les facteurs, d'émissions de la fabrication, ils sont calculés, en fonction, dans le cadre de EcoInvent et ils sont calculés en fonction des pays, où on importe le plus, d'où on importe le plus nos engrais. Hem, donc après, si vous souhaitez qu'on aille,
parce que vous importez, des facteurs des engrais d'un pays spécifiquement, dont on connaît, les facteurs d'émission liés à la fabrication. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire à la carte, c'est-à-dire venir raffiner, le facteur d'émission, lié au pays d'importation. Mais par défaut, on a un facteur, de fabrication, européen moyen. Et la partie certificat d'émissions de gaz à effet de serre à la fabrication des engrais, je suis pas sûre de voir, ce que ça ce que c'est, plus précisément, mais en tout cas, si c'est des certificats qui permettent de réduire, l'empreinte, gaz à effet de serre, des engrais achetés parce que, par exemple, l'organisation qui les fabrique a compensé ses émissions, je sais que c'est des choses qui existent. C'est pas possible de l'intégrer puisque dans le cadre du GHG, justement, il faut vraiment faire la part entre, les émissions brutes, de l'amont, enfin des intrants, agricoles, des éventuelles, absorptions ou compensations réalisées par les organisations. Donc, ça doit vraiment être les émissions brutes associées à la fabrication des engrais qui sont intégrées. Comment Prosper peut-il servir à répondre à la CSRD? L'idée, c'est de préciser les émissions Scope 3. D'autres types. Mmh. L'outil Prosper a-t-il un lien avec différentes plateformes? Parcelle de Carrefour, Foodpilot, Farmleap. Ce sont tous des outils d'accéder à la parcelle, effectivement avec une méthodologie qui est proche. L'outil Foodpilot, il permet de faire une analyse multicritère, ce que sur Prosper, on fait plutôt un focus sur la partie carbone. Des fonctionnements par échantillonnage peuvent-ils être mis en place? Et si oui, y a-t-il des règles à suivre? Du coup, j'imagine que c'est pour Prosper? Oui, effectivement, c'est possible de fonctionner par échantillonnage. L'idée, c'est d'avoir un échantillonnage qui soit représentatif de votre approvisionnement global. Ouais, en termes de règles à suivre, je ne sais pas forcément en tête les règles, mais on peut peut-être reprendre le point et venir préciser les règles à suivre. Les pratiques déstockantes ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions à l'échelle des parcelles. Non, effectivement, là, on vient, partie non optionnelle du SBTi. Oui, sur cette partie effectivement, du SGHG, dans le cadre de la gestion des terres, effectivement, vous devez garantir, que, les pratiques culturales n'ont pas généré, de déstockage, de carbone, dans les sols sur les 20 dernières années et là-dessus, effectivement, c'est quelque chose, d'obligatoire. Donc, sur cette partie-là, en fait, comme il y a plusieurs options qui sont envisageables avec le GHG, et notamment, vous pouvez, si vous avez sur la base sur la base des données existantes à l'échelle du pays, si vous pouvez justifier qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure des pratiques, à l'échelle de certaines zones, c'est suffisant pour, justifier qu'il n'y a pas eu de déstockage de carbone associé aux pratiques. Donc en fait, là aussi, selon l'option que vous souhaitez, retenir, on peut, vous accompagner, à l'appuyer et le détailler dans le cadre du SBTi. Ou si effectivement, il y a eu un changement, d'affectation, enfin un changement de pratique culturelle majeure qui a pu générer du déstockage de carbone, on peut aussi vous accompagner pour, prendre un facteur de déstockage de carbone, associé à la culture. Effectivement, c'est pas du par défaut, ouais. Les démarches de crédit carbone sont-elles cumulables à des démarches filières de financement de la transition? Je pense que la question derrière, c'est, est-ce que, voilà, on peut cumuler des démarches crédit carbone et des démarches filières? Donc, aujourd'hui,
dans le cadre du ce qui est effectivement, pas très simple, c'est que dans le cadre du SBTI, si, les agriculteurs, de votre filière, reçoivent un financement, via la vente de crédits carbone pour les accompagner dans un changement de pratique, heu, les réductions d'émissions, associées, potentiellement, ne peuvent pas être comptabilisées dans votre scope 3. Donc ça, c'est potentiellement une des lectures qu'on peut faire du SBTI. Mais là-dessus, c'est quand même, assez restrictif, et du coup, heu, potentiellement, c'est aussi un des points sur lequel le GHG ou et le SBTI pourraient, évoluer à court terme. Donc dans tous les cas, le GHG, ça reste aujourd'hui, le GHG Protocol Land Sector, c'est un draft qui est pas encore définitif. Donc on attend aussi potentiellement des évolutions sur ce point dans la version définitive. Comment est construit l'échantillonnage dans le cadre d'une filière? Est-ce une méthode encadrée par le SBTI ou que vous avez construite? Si on parle de l'échantillonnage, par exemple, qui peut être fait pour, la partie évaluation des absorptions de carbone et du stockage de carbone, c'est un échantillonnage, sur lequel qui est pas, très, très précis et décrit dans le cadre du GHG. C'est, à nous de le justifier pour expliquer, voilà, d'aller chercher, par exemple, sur votre filière, des types de sols représentatifs, différents types d'agriculteurs et types de rotation, pour justifier que l'échantillon, qui va être pris va être représentatif, de votre filière. Au-delà des outils méthodologiques d'évaluation du bilan et du stockage de carbone, travailler avec des partenaires pour proposer des solutions à mettre en place. Alors oui, dans le cadre de notre accompagnement, on a un accompagnement plus global. On accompagne sur la partie calcul, mais également sur la partie comment on progresse et comment on améliore les pratiques. Donc effectivement, nous, on a toute une cellule d'innovation où on est en veille justement sur les solutions techniques qui peuvent être proposées aux filières sur ces sujets-là. Qui en France est le référent de la réaffectation par culture du stockage de carbone? En France, c'est notamment le GIS Revalim, qui travaille sur ce sujet, en lien avec aussi le comité de rédaction de la méthode label bas carbone grande culture dans lequel, on fait partie. Donc on a un peu, discuté de ces travaux-là, heu et aujourd'hui donc c'est porté par, le GIS Revalim qui est en fait le groupe, d'intérêt scientifique qui travaillent à la mise à jour de la base de données Agribalise et donc c'est eux qui travaillent, sur cette méthode, d'allocation du stockage de carbone à la culture. Quelle représentativité pour l'Europe? En tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est que ça puisse un peu comme, ça a été fait dans le cadre où le label bas carbone est un peu un des exemples étudiés, par la Commission européenne, pour faire le suivi, des absorptions de carbone dans les sols. L'idée, c'est aussi que les propositions faites en France puissent être remontées auprès de la Commission pour qu'elles puissent servir d'exemple à ce qui sera proposé dans le cadre de certification du carbone. Ensuite, avez-vous un exemple de reporting de Prosper à nous présenter? Donc on a fait déjà des présentations par le passé, des restitutions avec différents types d'indicateurs. Vous pouvez nous recontacter et puis on pourra vous présenter un peu plus en détail ces exemples de reporting. Dans le cadre de cette démarche, à qui incombe la charge du diagnostic, exploitation? Ça, c'est après à définir, dans le cadre de l'organisation de filière, heu, en fonction de si c'est, à qui incombe le coût, économique ou la partie technique, c'est aussi des accords entre entre OS, industriels agroalimentaires, pour savoir comment ça peut être déployé selon les besoins de reporting. Je vois qu'il est déjà 13h06. Peut-être que pour les questions qui restent, on peut proposer des réponses, dans la conversation à l'écrit, pour essayer de pas trop déborder, sauf si vous avez eu des questions, Paola et Geoffrey, Non, mais on peut faire ça maintenant.
on répond aux questions dans le fil de la formation. Oui, ben, on vous apporte les réponses complémentaires à l'écrit, et on vous remercie pour, votre participation et votre, intérêt, au sujet, vos nombreuses questions. Et vous recevrez du coup, l'accès, enfin le replay, du webinaire, pour, pouvoir le partager, le rediffuser. Et n'hésitez pas du coup à nous adresser, toutes vos questions ou à nous solliciter si vous avez besoin d'informations, complémentaires. Et bah, bonne journée à tous et Bonne à journée. très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.